Ça fait 5 ans que je fais ça, il faut compter en moyenne 2 ou 3 excursions par mois, un peu moins de 200 quand même. Hein. Tu as eu un doctorat en tourisme? Tu sais que je reçois beaucoup de stagiaires d'école de tourisme et quand je leur dis j'ai jamais appris le tourisme, ils se disent mais comment ça se fait que vous arrivez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Combien est-ce que ça t'a pris en investissement pour démarrer une activité? Franchement, moi je me suis dit ça c'est une arnaque, c'est quoi ces business plans qu'on fait faire aux gens et que tu arrives sur le terrain c'est autre chose. Quand je partais à Lompoul, tu voyais que des blancs et les gens te disent mais depuis quand tu es parti à Dubaï? Lompoul se trouve juste entre Kébémer et Saint-Louis. Tu vois pas de Sénégalais. Les gens ne me croient pas forcément quand je leur dis que moi je voyage avec mon passeport sénégalais. Souvent je suis obligé de sortir mon passeport sénégalais pour leur montrer en fait que moi j'utilise des visas pour voyager et si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Hello, Manu Arthur, bienvenue encore une fois sur Business Expertise. Et comme d'habitude, nous, on n'a que des invités particuliers. Okay? Bon, ici, on parle d'activité, d'entrepreneuriat, business mindset. Et yes, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc, je laisse l'invité se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ziggy Malik Faye. Merci beaucoup Arthur de m'inviter sur ton plateau. Yeah. J'espère que la discussion sera intéressante et enrichissante pour toutes les personnes qui vont regarder. Elle le sera, ça j'en suis sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, tu fais quoi comme activité? Alors, moi, je fais un peu de tout, on va dire, mais mes activités principales tournent autour du tourisme, de l'immobilier, du transport et de la création de contenu digital. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première expérience qui t'a permis de gagner des sous? Oui, je m'en souviens très très bien d'ailleurs. J'étais au lycée. C'est 2 expériences succinctes, on va dire, parce que la première tournait autour d'un projet qui a été instauré par des Américains dans certains lycées du Sénégal. Ça s'appelait Junior Achievement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être reconnaître à travers ça. C'était un projet qui permettait aux élèves de créer une entreprise en étant au lycée. Donc nous, on avait créé une entreprise qui faisait de la production de thé, du attaya. Okay. Donc on vendait du thé noir à nos profs, à nos parents, aux autres étudiants des autres universités et des autres écoles. Et c'était une vraie entreprise en fait parce qu'on nous apprenait, après une formation de 6 mois, de créer une entreprise, d'avoir une direction, d'avoir un CEO, d'avoir un trésorier, d'avoir un comptable, d'avoir tout ce que tu veux en tout cas dans une entreprise normale pour que les élèves puissent grandir avec cette aptitude à créer un business et à le gérer. Donc on l'a fait pendant 3 ans. Malheureusement, on n'avait pas compris l'aboutissement parce qu'après le bac, comme on était censé aller dans des écoles différentes, on s'est dit on ne va pas maintenir l'entreprise parce que ce n'est plus le même emploi du temps. Mais je pense que ça a été une erreur parce que c'est une boîte qu'on aurait pu gérer jusqu'à aujourd'hui en fait. Ça c'est clair. Ouais. Étant plus jeune, est-ce que tu avais un métier de rêve? J'avais un métier de rêve, c'était de devenir médecin militaire. Je ne vivais que pour ça, mais malheureusement, les choses se sont passées autrement. Pourquoi le choix sur la médecine? Parce que déjà, à travers les rares documentaires que je regardais, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas le droit de regarder la télé à part le journal télévisé. Donc tout ce qui est dessin animé, tout ce qui est clip vidéo, tout ce qui est musique, même aujourd'hui on pose des questions sur certains dessins animés, je ne les connais pas, à part ceux que j'ai commencé à regarder en étant adulte. J'avais le droit que de regarder le journal télévisé. Donc les rares documentaires que je regardais, c'était en fait de trouver ce métier qui te permet de gagner de l'argent et d'avoir également un impact social. Et je trouvais que les médecins, ça sauvait des vies. Et c'est quelque chose de noble en fait. Du coup, j'ai grandi avec ce rêve-là de vouloir devenir médecin, mais malheureusement… Yeah. Et là, tu te retrouves dans le domaine du voyage, du tourisme. Ouais. Comment est-ce que ça s'est fait? Tu as eu un doctorat en tourisme? Tu sais que je reçois beaucoup de stagiaires d'école de tourisme et quand je leur dis j'ai jamais appris le tourisme, ils se disent mais comment ça se fait que vous arrivez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Il faut savoir en fait que moi de base, quand mon rêve de devenir médecin s'est écroulé, je me suis retrouvé à faire de l'informatique et réseau télécom. Je suis ingénieur réseau télécom de base. Et c'est juste en fait une formation que j'ai faite parce qu'ayant un bac S,
je ne me voyais pas faire du marketing ou de la littérature parce qu'en fait, le bac, c'était dur. Et pour moi, ce serait une perte de faire des études littéraires après un bac scientifique. Donc, informatique, c'était la seule option que j'avais après la médecine. Et donc, je me suis retrouvé à faire ça. C'est vrai que je l'ai aimé avec le temps parce qu'on dit que l'appétit vient en mangeant. Mais après, bah, quand tu n'aimes pas, au fil du temps, bah, ça peut se ressentir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé déjà à faire de la communication. Parce que j'étais dans une association où je gérais la communication et un jour on avait un événement. La personne qui devait présenter l'événement c'était DJ Boops, je me rappelle très bien. C'était au Grand Théâtre. Et donc bah, les gens de l'association sont venus me voir en mode bah, c'est toi le responsable communication de l'agence, de l'association, pardon. DJ Boops n'est pas là, donc il faudrait que tu présentes l'événement. Donc j'ai présenté l'événement en tapette et en t-shirt et dans la salle il y avait une directrice de production d'une chaîne télévisée, la 2STV si je peux nommer la chaîne, qui est venue me voir pour me demander si c'était mon taf. J'ai dit bah, non, c'est pas mon métier et c'est là qu'elle m'a proposé de faire de la télé. Donc ingénieur télécom, je me retrouve à faire de la télé et comme je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, après 2 ans je me suis dit bah, il faudrait que j'aille me faire former. Donc c'est là que je suis parti aux États-Unis pour me former en journalisme. Donc ingénieur télécom, journalisme et plus tard bah, entrepreneur dans le domaine touristique. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as, dans le domaine des télécoms, etc., est-ce que tu avais eu des opportunités pour évoluer dans ces domaines-là? Oui, j'ai eu la chance de travailler super tôt parce que je suis sorti d'une école où les 2 premiers de chaque filière, on leur trouvait un stage dès la première année. Donc vraiment, j'ai intégré le monde professionnel très tôt et j'avais eu la chance en fait d'être coopté pour plusieurs entretiens. Souvent, on m'appelait pour des entretiens alors que je n'avais pas déposé forcément mon CV. Je ne sais pas comment ça se passait. C'est soit des gens qui me recommandaient, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question. Yeah. Mais bah, j'ai travaillé dans ça, j'ai été à la Sonatel, j'ai été au back-office du 14-13. Enfin, j'ai vraiment fait un peu le tour et au bout de quelques temps, bah, je me suis dit vraiment, ce n'est pas un métier qui m'épanouit. Moi, j'aime bien m'amuser quand je fais quelque chose. Yeah. Je m'ennuie vite également. Donc, C'est des types de personnalités, hein, parce que les gens ne sont pas. C'est plus tard que j'ai eu à découvrir les types de personnalités et que les gens ne sont pas pareils. Parce vrai. que voilà quoi, quand on est peut-être. Quand on fait un cursus normal, etc. Je pense que c'est peut-être dans notre culture, etc. On ne nous apprend pas forcément que les gens ne sont pas pareils et que voilà quoi, les habitudes, ok. Et je vois un peu le type de personnalité que tu as. Et comment est-ce que la transition entre ces domaines-là, journalisme, télécom, etc., vers le tourisme s'est fait? Alors, ça s'est fait de façon très naturelle parce que déjà, quand je travaillais en tant qu'ingénieur télécom, étant sénégalais et que je sortais pas, parce que moi vraiment, je n'ai pas eu d'enfance en fait. J'ai commencé à vivre ma vie sociale en 2012 quand j'ai eu le bac, mais sinon, on peut effacer de mémoire tout ce que j'ai vécu entre ma naissance et 2012. Mon père était quelqu'un de très strict, donc c'était école, maison, école, maison. Donc, j'ai pas eu vraiment la chance de sortir et d'explorer des choses. Et donc, quand j'ai commencé à travailler en 2015, c'est là en fait que je me suis dit qu'il serait peut-être temps que j'essaie de connaître le pays. Donc je partais en sac à dos pour visiter des villages, connaître le Sénégal en quelque sorte. Et vu qu'étant plus jeune, mon père nous obligeait à lire un livre par semaine. Et chaque livre, tu devrais le résumer en fait. Donc on écrivait beaucoup. Donc à travers ça, j'ai eu la passion de l'écriture et quand j'ai décidé d'explorer le Sénégal, de connaître mieux mon pays, je revenais de ces voyages-là, forcément je faisais des comptes rendus. Donc j'écrivais naturellement, je postais sur Facebook et sur Overblog, c'est une plateforme qui existait autant. Et les gens ont commencé à me dire c'est intéressant, amène-nous la prochaine fois que tu pars, nanana. Et du coup j'ai sauté mon grand pas en 2016 pour aller visiter l'Asie. Donc, je suis parti en Malaisie, je suis parti en Singapour, je suis parti en Chine, à Guangzhou. Et c'était comme un déclic en fait. Je suis rentré, il fallait que je reprenne le travail, mais j'avais plus le goût en fait à ça. Et moi, je suis quelqu'un en fait, j'aime pas forcer les choses. Quand je sens pas la chose, je m'arrête. Même quand je suis dans un environnement où je me sens pas bien, où les énergies sont pas forcément positives, j'ai tendance en fait à me retirer et à partir. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à démissionner sans autant le préparer.
Et j'avais ma mère qui mettait la pression. Ouais, on comprend pas, tu as la chance d'intégrer une grosse boîte dès ton jeune âge. Tu ne fais des caprices que tu veux démissionner parce que tu ne te sens pas bien là-bas. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la place? Donc avec cette pression-là et la chance que j'avais peut-être de faire une bonne école qui me permettait également d'intégrer le côté ingénieur, le côté technico-commercial, le côté marketing, on nous avait appris à faire des business plans. Et donc, j'ai réfléchi aux voyages que j'avais faits, aux écritures que j'avais faites, aux gens qui me demandaient de les amener. Du coup, je regarde ma mère dans les yeux et je lui dis, je vais créer une agence d'excursion et je vais faire voyager des gens. Elle a rigolé, elle me dit, mais t'es malade, c'est quoi ce métier, tu vois? Je me suis dit, il y a la pression de la maman. Je pense que ça m'a beaucoup boosté. Je me suis enfermé pendant une semaine dans ma chambre à écrire des business plans. Et comme j'avais des notions également en informatique, j'ai développé un site web très rapidement et je suis venu lui montrer, voici ce que je vais faire. Et nanana, il me dit, ça pourra jamais marcher, c'est pas ton domaine de formation. Retourne travailler, je veux rien entendre. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé et ça c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parviens à comprendre la réaction de la maman de Laure? Franchement, je la comprends parce que même nous qui sommes, les autres personnes qui sont dans le salariat, souvent c'est en mode j'ai peur de lâcher ça, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que je sais faire. Si je lâche ça, en fait, comment je vais faire pour faire autre chose? Les gens sont différents et ils ont peur souvent de sauter le pas. Donc il y en a qui préfèrent juste suivre le circuit traditionnel, tracé, école, formation, stage, CDD, CDI et rester là-bas. Moi je connais des gens, ils ont travaillé que dans une seule boîte depuis qu'ils sont nés. Ils ont fait 10 ans, 12 ans, 15 ans dans la même boîte, ils n'ont jamais osé changer. Donc je comprends la réaction de ma mère parce qu'étant jeune comme ça et étant dans un monde où vraiment le taux de chômage était très élevé, et étant également dans un monde où tout parent aimerait voir son fils avoir son diplôme et intégrer une boîte, c'était nouveau pour elle. C'était nouveau pour elle. Mais aujourd'hui, je suis content de savoir que c'est elle ma première supportrice. Yeah. C'est elle qui s'inquiète des chiffres. C'est elle qui va me dire ouais, est-ce que ça va, nanana, tu vois. C'est vraiment pas au final un regret. Finalement, il y a énormément de gens qui me disent regarde, moi je veux lancer ça, mais il y a mes parents, etc. Et moi, je me rends compte finalement que la réponse elle est pareille. C'est quoi? C'est que commence à faire et quand les résultats seront là. C'est ça, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Après, c'est pas facile et je pense que s'il y a des choses à changer, si j'avais la possibilité de refaire la même chose, je l'aurais fait autrement parce que quand je démissionnais, je rentrais d'Asie, j'avais claqué toutes mes économies. C'était pas évident en fait, mais c'est quelque chose que je devais faire et c'est quelque chose surtout que je sentais que je devais faire. Faut pas le faire parce que tout le monde l'a fait, faut pas le faire parce que tu as vu des gens le faire. Ce qui peut marcher pour Manu peut ne pas marcher pour Ziggy. Et on a souvent tendance à faire cette erreur-là en fait. On va voir quelqu'un partir de loin, on va se dire ah mais il est dans quelque chose qui pourrait marcher, je vais essayer de faire comme lui. Alors que non en fait, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Carrément. Est-ce que toi tu avais une référence dans ce domaine-là? Qui te parle bien dans le domaine du tourisme, les excursions? Franchement, j'en avais pas parce que déjà, quand je me lançais, il faut savoir que ce que je fais aujourd'hui, avant, c'était des agences traditionnelles qui faisaient ça et c'était pas de la même façon. C'était assez robotique en fait. C'était en mode, on trace comme dans l'armée, il faut suivre les trucs, tac, 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 tac. Il n'y avait pas cette connexion humaine-là et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est de rajouter cette touche il y a une connexion humaine, on met l'humain au centre de l'activité et les gens s'interconnectent entre eux. En fait, c'est pas juste prendre des groupes, les amener, les faire visiter et revenir avec eux, mais c'est vraiment l'expérience humaine qu'il y a derrière et c'est cette touche-là que j'ai voulu rajouter, que j'avais pas forcément vu en fait quand j'ai fait des recherches par rapport aux agences qui existaient déjà. Et tu as commencé par esquisser un business plan. Est-ce que les choses se sont passées comme tu as prévu? Mais 1 milliard de fois non. Moi je me suis dit ça c'est une arnaque. C'est quoi ces business plans qu'on fait faire aux gens et que tu arrives sur le terrain c'est autre chose. Et je pense que depuis lors j'ai refait mon business plan que pendant le Covid pour un pouvoir par rapport à comment je me suis lancé, là où je suis arrivé pendant le Covid et là où j'ai envie d'arriver après. Mais franchement, ce que j'avais prévu, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai trouvé sur le terrain. Vraiment, rien à voir. Et, alors, la première excursion, ça s'est passé comment? C'était dans le désert de l'Opoul, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle, on était 7 personnes. On n'était que 7. Et j'avais fait une erreur monumentale, c'est qu'avec l'engouement, il y avait beaucoup de promesses d'inscription, des gens qui se sont inscrits sans pour autant payer.
C'est-à-dire, OK, on vient, c'est bon pour nous, je prends les informations et puis moi, de mon côté, j'avance tous les frais. Je fais la réservation pour l'écologe, je fais la réservation pour la voiture. Et le jour J, départ, je vois personne. Je me rappelle, il y a une cliente que je connais et qui habite aux Almadies. Vu que c'est la seule que je connaissais, je suis même allé jusqu'à chez elle pour la réveiller. Mais elle dormait, elle n'a pas payé, elle n'est pas venue. Je me suis retrouvé avec 7 personnes. Alors que de base, on était une trentaine, tu vois. Avec toute cette excitation de ouais, le nombre est là, nanana, on va s'en sortir. Le jour J, tu vois que 7 personnes. Panique totale, tu te perds. Mais tout ça, c'est des erreurs que tu fais et qui t'aident à grandir et qui t'aident à changer les choses en fait. Alors derrière, c'est quoi les leçons dans cette expérience-là? Franchement, depuis lors, on s'est dit, une réservation n'est valable que si elle est payée. Et après, on a développé des politiques d'annulation sur notre site internet qui permettent aux gens qui se sont inscrits de savoir que s'ils annulent 2 semaines avant le voyage, voici ce qu'il faut faire. S'ils annulent 1 semaine avant ou s'ils annulent la veille, voici ce qu'il faut faire. Comme ça, c'est clair en fait. Et c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Hein, parce que par rapport à la vente, moi, je me dis tout le temps, même quand je reçois un chèque signé et tout. Tant que tu n'as pas encaissé. Il faut que, si par exemple, je dois faire une remise, j'attends la notification qui me dit que l'argent est dans le compte. Pour dire que le client a payé. Et même sur la comptabilité, je note pas. T'as raison. Je note pas, je garde comme ça une copie du chèque, etc. Je me dis que on m'a remis un chèque, non, tranquille. Mais le paiement n'est pas encore passé. Donc c'est une vente quand tu as encaissé l'argent. Quand tu n'as pas encaissé l'argent, c'est pas encore une vente. C'est pas encore une vente. Et c'est très clair. Yes. Et pour démarrer cette activité-là, combien est-ce que ça t'a pris en investissement pour démarrer une activité? Franchement, je ne peux pas parler d'investissement. On va plutôt parler d'investissement en temps et en humain. Mais sinon, côté argent, je peux dire qu'on ne va pas dire que j'ai démarré avec zéro parce que forcément, il y avait un fonds qui était là. Mais ce n'était pas des millions, quoi, je veux dire. Donc, j'ai commencé avec ce que j'avais. Là, comme je t'ai dit, c'était d'avancer les frais par rapport aux réservations qui devaient être faites. Mais sinon, c'était pas genre un fonds de caisse qui était là et qu'il fallait investir ceci, cela, quoi. Moi, je n'ai pas commencé en prenant un local, en embauchant des gens. Je faisais tout moi-même. J'étais mon comptable, j'étais mon guide, j'étais mon organisateur. J'étais juste pas mon chauffeur parce que je ne pouvais pas conduire des poids lourds. Mais sinon, je faisais tout moi-même. Carrément. Et même après, quand on y pense, le temps que tu as mis a une valeur. Donc moi, je me dis tout le temps que on peut toujours démarrer avec les moyens du bord et on a toujours des moyens à sa disposition. C'est vrai. On a un téléphone qui a une valeur, on a peut-être des skills en communication, ça a une valeur. Et puis le temps qu'on met, le travail qu'on fait. Et surtout les contacts, le réseau, les gens, la famille, les amis. Mais right. Et les gens te voient, je sais que, voilà quoi, des gens comme moi te voient, oui, Ziggy, il vit la belle vie, il passe à voyager, etc., à faire des activités avec... derrière, quelle est la partie la plus... quelles sont les parties compliquées que les gens ne voient pas derrière? Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens en fait qu'il y a plein d'entrepreneurs que vous voyez sur la toile. Vous voulez tous avoir la vie que ces entrepreneurs-là ont, mais si on demande à ces personnes qui veulent cette vie-là de passer par le chemin par lequel ces entrepreneurs sont passés, personne n'allait dire oui en fait. Parce que c'est beaucoup plus que ce que les gens voient, c'est beaucoup plus difficile que ce que les gens voient. Après, peut-être c'est tabou ou c'est par pudeur ici, on ne communique pas vraiment sur ce qui ne marche pas. Ce qui fait que tout le monde croit que tout marche à merveille alors que ce n'est pas le cas. Quand tu fais des nuits blanches, les gens ne sont pas au courant. Quand les clients même sont en train d'enjoy le moment alors que toi derrière il y a un prestataire qui te prend la tête pour l'activité pendant laquelle vous êtes là en train de se dérouler, les clients ne sont pas au courant. Il m'est arrivé d'organiser un team building au Cap-Vert et les prestataires étaient sur le point d'annuler nos activités parce que justement le virement n'était pas arrivé encore à leur compte, dans leur compte. Et tout ça en fait les gens ne sont pas au courant. Wow. Que ce soit les clients eux-mêmes ou que ce soit les gens sur les réseaux qui après vont voir les images là. Mais c'est beaucoup de batailles, c'est beaucoup de complications. Il faut être réactif, il faut être spontané, il faut pouvoir prendre des décisions. Parce que souvent, c'est des choses qui arrivent comme ça ne prévient pas. Donc, il faut avoir cette attitude-là à réagir en fait et à prendre les bonnes décisions surtout. Regarde, pour organiser une excursion, ça te prend combien de temps en termes d'organisation?
pour mettre en place, pour vraiment que ce soit une réussite en fait? Franchement, là, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de nouveau circuit en fait, parce que tout ce qu'on fait, ça a déjà été fait. Après, c'est l'expérience qui change selon les groupes ou selon ce qu'on rajoute. Mais pour le moment là, c'est pas la chose la plus compliquée. C'était peut-être avant, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en fait en amont par rapport aux réservations, par rapport aux allergies qu'il faut gérer, parce que tout le monde ne mange pas tout, par rapport aux activités qu'il faut faire sur place, il faut que ce soit adéquat par rapport à ce que tu as vendu. Mais on va dire que c'était beaucoup plus compliqué avant en fait. Il t'arrivait par exemple de faire des réservations et le jour J, vous êtes dans le bus en train d'aller vers cet hôtel-là et l'hôtel te dit bah, finalement, j'ai plus 20 chambres pour toi, j'en ai 15. Alors que toi, tu as déjà vendu tes places, vous êtes en route. Donc, tout ça, c'est des choses que tu gères en aparté, en soum-soum et les clients ne sont pas vraiment au courant, tu vois. C'est pas évident. Finalement, regarde, le domaine du tourisme au Sénégal, comment est-ce que tu trouves le domaine globalement? Globalement, difficile parce que déjà, il y a beaucoup de sites qui sont très difficiles d'accès. Là, on rentre de Kédougou, c'est une destination magnifique, mais la majeure partie des Sénégalais n'ont pas envie d'y aller parce qu'il faut 13 heures de route. Et je le comprends. Les cascades. C'est ça. Et puis en parlant de cascades même, les gens croient qu'il n'y a que Dindéfelo à Kédougou, il y a plus de 5 cascades. Il y a Kunsi, il y a Dindéfelo, il y a Mungili, il y a Kafori. Vraiment, en fait, c'est une destination à faire. Même en termes d'humidité, ça t'apprend. Tu vas voir les orpailleurs qui sont en train de creuser des mètres et des mètres de profondeur pour chercher de l'or qu'ils n'arrivent pas à trouver. Tu vois des gens qui habitent dans des montagnes qu'il faut monter pendant 2 heures de temps pour arriver à 500 mètres d'altitude. En termes d'humidité, ça t'apprend beaucoup. Et en termes de découverte et de paysage, mais c'est juste dommage en fait. Par exemple, on n'a pas de vol commercial qui y va forcément. Il n'y a pas un train qui y va. Donc, un Sénégalais lambda, tu lui dis 13 heures de route pour aller voir ça, c'est clair que la réponse est non. Mais les gens qui le font vraiment, c'est parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils aiment la découverte surtout. Et après, bah, ils ne regrettent pas parce que c'est super bien. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de facilitation des accès par rapport aux sites touristiques. Et également par rapport à la facilitation pour les Sénégalais lambda. Ça, c'est un combat, j'en parle souvent. Un Sénégalais avec un SMIC qui peine à gérer sa dépense quotidienne, qui peine à soigner ses enfants, c'est pas ce Sénégalais-là qui va prendre sa voiture pour aller en week-end forcément. Donc je pense qu'il faudrait faire des facilitations pour permettre à ces gens-là de pouvoir profiter, parce que c'est quand même dommage d'avoir des sites aussi beaux et de voir que des étrangers quand tu arrives sur place. Moi, quand je partais à Lompoul jusqu'à il y a 2 ans, tu voyais que des blancs et les gens te disent mais depuis quand tu es parti à Dubaï? Lompoul se trouve juste entre Kébémer et Lompoul et Saint-Louis. Tu ne vois pas de Sénégalais. Et c'est très très dommage, moi ça me fend le cœur à chaque fois, parce que je me dis en fait que c'est des aubaines dont on aurait pu profiter, mais on ne profite pas forcément parce qu'on se dit c'est cher, parce qu'on se dit non j'ai autre chose à faire ou j'ai d'autres urgences en fait. Bon après, on se dit que c'est cher et pourtant après on se paye un billet pour aller à Dubaï, pour aller dans d'autres pays, etc. Aussi. Et puis alors qu'on aurait pu vivre de très belles expériences dans le pays. Regarde, moi je suis... parce que même dans le domaine de la religion, il y a on dit souvent que, bon, je pense que c'est le prophète sallam qui l'a dit, que même s'il faut aller jusqu'en Chine pour chercher le savoir, il faut y aller parce que, donc, mon interprétation de ça, c'est que quoi? C'est que le voyage va forcément t'apporter énormément de choses, ça va te permettre d'apprendre énormément de choses. Quelles sont peut-être les 2, 3 grandes leçons, quelques grandes leçons que le voyage a permis d'intégrer en fait? Déjà, c'est une capacité. Humainement ou bien. Déjà, c'est une capacité d'adaptation qui fait que naturellement, quand tu arrives dans des endroits où c'est pas forcément les mêmes manières de faire que ton pays, tu es obligé de t'adapter pour un peu fit. Ça te permet aussi d'accepter l'autre. Parce qu'en général, quand c'est autre chose qui vient d'ailleurs, on a tendance à refuser. C'est naturel en fait, c'est inconsciemment en fait, on est comme ça, on a ce blocage-là. Et voyager te permet d'accepter l'autre en fait dans la différence, que ce soit du côté de la religion ou que ce soit du côté des choix personnels que les gens font. Ça t'apprend à bien t'adapter, ça t'apprend à être beaucoup plus indulgent et à accepter l'autre dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Mais également, ça t'éduque. Ça t'éduque d'une certaine manière. Je pense que voyager, c'est vraiment le meilleur moyen de s'éduquer soi-même parce qu'on est
en face de tellement de situations qui te permettent toi de prendre des décisions ou de devoir avoir un certain comportement pour être dans la moule, on va dire, pour un peu vivre l'expérience de la meilleure des façons. Je pense que c'est toujours bénéfique, ça t'apporte énormément et ça t'aide même toi à te redécouvrir en fait. Yeah. Ça t'aide à te redécouvrir, ça t'aide à mieux te connaître en fait. J'arrive pas à trouver les mots qu'il faut, mais il faut juste le vivre pour le comprendre parce que quand tu es devant le fait accompli, tu n'as pas autre choix que de réagir et de faire ce que tu peux faire pour t'adapter. Et c'est ça. Tu préfères voyager seul ou bien en groupe? Les deux. Après moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très sociable. En même temps, je suis quelqu'un de très I want to have my time, my me time. So, j'adore les solo trips que je fais parce que comme j'ai l'habitude de les faire, j'ai commencé par ça. Et souvent, ça me manque de le faire. Donc, souvent, à côté des calendriers qu'on a par rapport au voyage en groupe, je prends beaucoup de temps pour voyager solo. Et même en dehors des voyages, j'aime juste passer du temps en étant seul à la maison, où je suis déconnecté pendant 3 jours, où je parle à personne, où je passe du temps avec Ziggy, tu vois. Et c'est vraiment des moments que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Yeah, yeah. Ouais. Et j'ai remarqué aussi, à côté des excursions, tu as aussi lancé un service de location de véhicules et aussi dans l'immobilier, tu t'es lancé. Ouais. Pourquoi pas Ziggy Travel côté excursion et faire poulailler au lieu de faire poulailler et quoi encore, vente de chaussures. Vente de chaussures. Et au lieu de ça, tu t'es lancé, tu as fait location de véhicules et tu as fait... Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui croit que si tu crées un business, ça doit être un business qui répond à une problématique. Et selon les retours que j'avais de mes propres clients, il y avait une problématique à gérer. Et c'était le fait que quand les touristes venaient au Sénégal, souvent les gens qui louaient des voitures leur envoyaient des photos. Et quand ils arrivaient sur place, la voiture n'avait rien à voir avec les photos qu'ils avaient reçues. Yeah. Ça, c'est deux. Et l'autre, c'est par rapport aux appartements, on t'envoie des photos hyper clean. Et quand tu arrives, parce que déjà, quand tu rentres de voyage, vraiment, la première chose que tu as envie d'avoir à portée de main, c'est d'avoir un logement correct où tu peux te reposer. Mais imagine-toi, après 7 heures de vol, 1 heure de trajet de l'aéroport, ici tu arrives dans un appartement qui est sale, qui est crade, où les draps. C'est vraiment des retours que j'avais de mes propres clients à qui je vendais que des voyages, que des tours. Je me suis dit, déjà ça me permettrait de pallier à cette problématique, mais ça me permettrait également de regrouper mes clients autour d'un même noyau. Yeah. C'est-à-dire que la personne qui va venir n'aura pas à aller voir ailleurs si moi je peux tout lui proposer. Je lui propose une voiture qui va chercher à l'aéroport, je lui propose un appartement clean où habiter et le lendemain je lui propose des activités à faire. Donc c'est ça que c'est comme ça que l'idée est née en fait. Et je me dis que ça se rejoint toujours. Carrément. En tout cas, c'est très smart parce que c'est une technique que j'ai appris dans un livre que j'ai lu, la technique du hérisson. Et l'auteur, il disait, c'est un livre business, Good to Great, de Jim Collins. Il disait qu'en fait, c'est-à-dire si tu te diversifies, donc vaut mieux te diversifier, tu peux diversifier, c'est-à-dire au lieu de diversifier les activités, tu peux juste diversifier les offres. C'est vrai. Et voilà quoi, ça te permet de rester dans ton élément. Et j'ai automatiquement pensé à quelqu'un comme une entreprise comme la Sedima. Je me suis dit, mais finalement, la Sedima, eux, ils sont toujours dans le même domaine. Oui, on te vend poulet, on te vend les œufs, on te vend poussin, on te vend aliments, on te vend KFC. On est toujours dans la même. C'est vrai, ça reste dans le même domaine. Ça reste dans le même domaine. Et pour moi, c'est très smart quoi. Et là, à ce jour, est-ce que tu as une idée du nombre d'excursions que tu as organisées? Alors franchement, ça fait 5 ans que je fais ça. Il faut compter en moyenne 2 ou 3 excursions par mois. Un peu moins de 200 quand même. Hein. Wow. Parce que si tu comptes un peu à moins de 3 excursions par mois dans l'année déjà, tu es à 66, je ne sais pas si je calcule bien. Voilà, donc 66 fois 5, je ne sais pas. Vous ferez le calcul vous-même. Mais il faut compter 3 excursions en moyenne par mois et puis pendant 12 mois de l'année et je l'ai fait pendant 5 ans. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser, moi, j'ai fait combien est-ce que tu t'es... Je me suis déjà posé cette question-là, surtout pendant le Covid quand je devais refaire mon business plan. J'ai refait le calcul, j'ai également regardé la base
base de données clients pour voir le nombre de personnes que j'ai fait voyager, sans autant compter également à côté les team building qu'on a organisés pour des entreprises et les clients qu'on a reçus en privé parce qu'on a des offres sur lesquelles on ne communique pas forcément, mais au-delà des excursions, on fait également des team building pour les entreprises, mais on fait également des vacances sur mesure pour les familles qui viennent par exemple au Sénégal. Donc c'est beaucoup de personnes au final en fait. Ouais. Quelle est l'excursion qui te donne des frissons que tu voudrais faire en fait? En gros quoi? C'est-à-dire l'excursion, c'est l'excursion, si tu l'organises, tu vas te dire non, vraiment là je suis à un niveau. Tu parles d'une excursion que je rêve d'organiser ou une que j'ai déjà organisée? Non, que tu rêves d'organiser. Que je rêve d'organiser. Ouais. Franchement, je ne sais pas, mais j'aimerais peut-être avoir une excursion où je n'aurai que des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui rêvent de voyager. Wow. Parce que moi, je me dis en fait que le voyage ne devrait pas être un privilège, mais ça devrait être accessible à tout le monde. Et il n'y a pas longtemps, j'ai réfléchi sur une possibilité de créer une sorte de fonds qui permettrait à certaines familles de pouvoir en bénéficier pour voyager ne serait-ce qu'une fois à l'année, même si c'est un week-end en fait, mais d'avoir cette opportunité-là de le faire. Je pense que s'ils commencent à faire ça va les motiver à travailler davantage et à épargner peut-être pour pouvoir le refaire après. Parce que c'est vraiment bien. Là, je sais pas. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand tu parles d'une chose, j'ai automatiquement des idées. Je me dis que peut-être que tu pourrais mettre en place une petite caisse où tu dirais à tes clients, regarde, moi, j'ai envie d'offrir une excursion à une famille, etc., à telle personne, etc. Et donc, si vous voulez contribuer, et puis peut-être en parler. Après, mes clients on fait beaucoup de social parce qu'on a une partie RSE. Et à chaque fois que je voyage, selon la destination, on met une action en place. Là, on rentre de Kédougou, on a fait beaucoup de dons dans le village Bédik. Ils sont très généreux à chaque fois. J'ai envie de leur dire, vous êtes vraiment des anges parce que tout le monde est là, ils donnent. Mais en fait, ce projet-là, quand j'y ai pensé, c'était en mode, on fait une cagnotte. Non seulement les clients vont participer, mais également les gens lambda ou des entreprises qui ont envie de participer. Et il y a une de mes clientes qui travaille dans le même secteur en France qui m'a dit, si tu fais ça et que tu fais voyager sa famille gratuitement, ils ne sauront pas en fait c'est quoi la valeur. Il faudrait faire un truc participatif où eux-mêmes, même si à hauteur de 1%, ils participent et ça va leur donner envie de pouvoir mieux en profiter parce qu'ils vont se dire, j'ai participé, donc je vais profiter de ça comme il faut et ça va leur redonner envie de mieux s'organiser pour les prochaines fois. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends très bien. Et il y a aussi une autre chose, c'est que moi je vois que chez les Blancs, eux en général, ils prévoient leurs vacances, ils prévoient les sorties, etc. Donc ils mettent en place un budget, etc. Donc est-ce que toi, tu donnes la possibilité par exemple à une personne qui veut, vu que moi je vois que voilà quoi, avec Travel with Ziggy, vous êtes super organisé parce que les excursions sont publiées à l'avance, etc. Et donc, moi, normalement, une personne qui voudrait faire une destination devrait pouvoir s'organiser. Est-ce que vous donnez la possibilité à une personne peut-être qui veut faire une excursion qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, de payer par tranche, de vous verser petit à petit jusqu'à… Alors, j'avoue qu'on le fait en général quand c'est les voyages internationaux. Si par exemple, on doit aller dans d'autres pays, là, le montant est un peu plus faramineux, donc on laisse la possibilité aux gens de payer en 3 tranches ou 4 tranches. Mais pour les week-ends, comme c'est à hauteur de 50 000, 60 000, 70 000, en général, on ne le fait pas. Mais il nous arrive de faire des facilitations de paiement. Quelqu'un qui nous dit, mais moi, j'ai peur de perdre la place, est-ce que je peux juste faire un petit acompte et puis après, t'envoies le reste. Là, tu dis oui parce que tu dis, la personne a vraiment envie de venir. Donc, on fait souvent ces facilitations-là. Mais ce n'est pas des paiements sur 3 mois parce que la personne a envie de venir. Après, comme le calendrier est posté bien à l'avance, je pense que ça laisse également le temps aux gens de s'organiser et de pouvoir mettre de côté. Après, j'avoue qu'au Sénégal, on n'est pas les rois de l'épargne. Donc, franchement, parfois, c'est pas facile pour certains. Exactement. C'est carrément quoi. Parce que je vois qu'il y a une… côté facilitation de paiement, chaque pays a ses réalités. Et je vois maintenant une tendance qu'on organise des tontines pour tout. C'est vrai, on en a déjà parlé d'ailleurs. Terrain, vaisselle, everything quoi. Et je me suis dit, peut-être que… Même la semaine dernière, j'ai entendu une dame dire j'ai une tontine de chaussures. Chaussures, cheveux, naturels, everything. Il y a tout en fait. Il y a tout. Ils ont tout. Et donc peut-être que c'est…
bon, ça dépend après pour des gens. Pour certaines personnes, peut-être c'est beaucoup plus adapté pour eux. Ouais. Et regarde, vu que tu voyages beaucoup, les gens te voient aussi bouger beaucoup, etc. Normalement, tu travailles à l'ambassade. Dans une ambassade, D'après beaucoup de gens. D'après beaucoup de gens, même c'est moi, je donne les visas. Ouais. Normalement, je sais que tu reçois énormément de sollicitations de gens qui veulent voyager, etc. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à une personne? Non, franchement, le conseil, c'est de dire aux gens de se préparer et surtout de faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques également qui se passent. Je vois beaucoup de gens dire moi, j'avais payé 4 millions à quelqu'un qui devait me faire un visa, mais finalement, ça n'a pas abouti. Wow. Faut savoir en fait que ces gens-là qui vous demandent de payer vont comme vous déposer votre dossier en fait. Donc autant le faire par vous-même ou juste vous renseigner. Après, un voyage, c'est un projet, ça se prépare. Les gens ne me croient pas forcément quand je leur dis que moi, je voyage avec mon passeport sénégalais. C'est vrai que dans ma famille, je suis l'un des rares gens à avoir le passeport sénégalais parce qu'ils sont français, italiens, autre chose. Mais les gens ne me croient pas. Souvent, je suis obligé de sortir mon passeport sénégalais pour leur montrer en fait que moi, j'utilise des visas pour voyager. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est juste de l'organisation. Tu vas voir des jeunes, par exemple, qui vont dire, OK, on va créer un compte fictif pour aller déposer un visa. Les gens de l'ambassade ne sont pas bêtes. Si c'est un compte fictif qui a été créé que pour ça, ils savent. Si c'est un compte qui n'existe pas, ils savent. Donc, ça ne sert à rien. C'est un projet, préparez-le, demandez des renseignements par-ci, par-là. Moi, je suis open pour répondre à des questions, mais il faut essayer d'arrêter de croire à tous ces gens-là qui vont vous dire « donne-moi 4 millions, je te donne le visa » ou « Ziggy, est-ce que tu pourrais me régler un visa à l'ambassade de France ou à l'ambassade des États-Unis » Je suis pas consul, je ne suis pas ambassadeur, je ne suis pas attaché d'ambassadeur, je ne travaille pas là-bas, donc voilà. Donc, ils sont là pour tout le monde, donc il faut simplement aller se renseigner et puis aller déposer les papiers. Et regarde, quelle est l'importance de la communication dans ce que tu fais? Parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est quoi ton réseau social de prédilection? Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que je suis plus à l'aise avec l'ergonomie. J'aime bien, je suis à l'aise. J'ai essayé TikTok, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec TikTok. C'est vrai que c'est hyper rapide parce que j'ai remarqué que même quand je poste pas et que je reviens, je vois de nouveaux followers. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis beaucoup plus… Peut-être parce que j'ai commencé par là-bas et que j'ai fait grandir une communauté avec qui j'ai de la proximité et tout. Mais sur les autres réseaux, j'ai du mal. Est-ce que c'est possible de développer une activité avec un seul réseau social? C'est très possible. C'est très possible. Moi, je pense que 95% de ma clientèle, c'est à travers Instagram et mon site internet. J'aime bien ce focus-là. Et c'est ce que je dis souvent. Vous pouvez très bien vous en sortir avec une seule cible, une seule offre et un seul canal de communication. Après, les clients sont un peu partout. Il m'est arrivé de recevoir des clients qui me disent « Ah, mais tu as été tagué sur un commentaire sur TikTok, donc je suis venu expérimenter, alors que je ne suis pas sur TikTok. » Mais vas-y, ça peut être intéressant. En tout cas, si tu as la possibilité ou le temps, parce que les réseaux aussi, c'est beaucoup de temps, il faut le faire. Mais moi, vraiment, même Instagram, souvent, je coupe pour faire autre chose, en fait. Ça, c'est prenant. Comment est-ce que tu t'organises avec les contenus déjà au début, en fait? Parce que là, je vois que maintenant, tu as plus de support, tu as une équipe derrière, etc. Mais comment est-ce que tu t'organisais pour prendre du contenu et comment est-ce que tu as fait pour produire ce contenu de qualité? Quand on le voit, on se dit que non, ça c'est un professionnel qui produit du contenu en fait. Je pense qu'il faut d'abord commencer par créer du contenu autour de ce que l'on aime. Parce que si toi-même qui crée le truc, tu ne l'aimes pas, les gens qui te suivent vont forcément pas aimer. En tout cas, peut-être, il faut déjà commencer par ça et puis commencer par créer quelque chose qui te plaît toi. Au lieu de penser aux gens qui vont liker ou qui vont commenter plus tard, il faut que ce soit un truc qui te parle en fait. Et de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile pour les gens de l'intégrer et d'aimer ça. Mais il faut commencer par ça et puis te dire en fait que il me faut un contenu de qualité. Moi, ça me fait mal quand je vois des gens poster des photos avec une pixelisation très low. Je me dis, mais en fait, c'est pour brouiller les yeux des gens ou c'est pour… il faut créer du contenu de qualité en fait. Même si par qualité, on ne te dit pas d'aller acheter des caméras de haut niveau, je ne sais même pas c'est quoi les marques et les références. Mais avec un seul téléphone, on peut faire des choses propres à petite échelle et qui marchent.
Mais il faut aimer ça en fait, et puis surtout prendre son temps, et puis comprendre le pourquoi du comment et pourquoi on crée ce qu'on est en train de créer. Et est-ce que la qualité de tes premiers contenus aujourd'hui, c'est Ah non, mais parfois, par exemple, sur Instagram, il y a l'option archive. Yeah. Quand tu vas dans archive, là, tu vois tous les contenus que tu avais postés, mais que tu as archivés et qu'il n'y a que toi qui peux les voir souvent. Mais souvent, je rigole. Par exemple, même hier, j'étais en train de faire le tour et je suis tombé sur un flyer que j'avais fait en 2018 pour un voyage dans le désert de l'Ampoule, mais je me suis dit, mais Ziggy, comment tu as pu faire ça en fait? On ne t'avait pas dit la vérité. Yeah. Mais c'est normal, il faut juste essayer de s'améliorer. Ce que tu faisais hier, tu essaies de faire plus un aujourd'hui et après-demain, 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 jusqu'à ce que ça vienne. Et comment est-ce que tu arrives à être consistent? Comment est-ce que tu arrives à être consistency? Constant. Régulier, constant, régulier. Comment est-ce que tu arrives à être constant C'est de dans la création de l'organisation. contenu? C'est de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un de très maniaque. Après, je ne fais pas partie de ces créateurs de contenu qui se prennent la tête. Ouais, il faut que je m'habille en blanc et que je parte dans tel endroit et que je porte telle chaussure. Moi, en fait, c'est pas ça. Moi, c'est plutôt, j'ai du contenu à faire. Je le fais au feeling en fait. Par exemple, je suis là. Souvent, je suis invité à des événements, je ne le sens pas, je poste rien. Yeah. Souvent, je fais des voyages, je ne le sens pas, je poste rien. Mais il faut que ce soit un feeling d'abord en fait, tu vois. Et je ne me prends pas trop la tête. Je pense que la seule chose que je vérifie avant de poster, et ça, c'est vraiment quand je poste pour des clients qui m'ont payé, c'est quand je vais dans les paramètres pour regarder les statistiques et voir l'heure à laquelle j'ai plus d'audience pour poster pour le client. Mais sinon, quand c'est des posts que je fais pour moi-même et pour mes voyages, c'est I'm gonna be free to do it whenever I want to do it. J'y vais au feeling en fait, je ne me prends pas la tête. Carrément. Ouais. Et regarde, sur les réseaux sociaux, toi, quand tu parles de feeling, parfois tu dis des choses que tu penses, mais ce n'est pas forcément bien reçu par tout le monde. Ouais. Ok, il y a peut-être des avis divergents, etc. Comment est-ce que tu gères ces genres de situations-là? Des gens, oh, non, tu m'as déçu, je unfollow. Franchement, moi, j'ai changé d'idéologie. Depuis 5 ans, en fait, j'apprends à vivre avec les gens parce qu'avant, je me posais beaucoup de questions. Et un jour, ma mère m'a dit, regarde ta main. J'ai fait comme ça. Même ta main, elle a 5 doigts, elle t'appartient toi, mais les doigts n'ont pas la même longueur. Que tu as raison. De la même manière, les gens sont différents. Les gens ne peuvent pas avoir les mêmes avis, tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas penser de la même manière que toi. Donc c'est normal, il faut t'y faire. Et depuis lors, j'apprends à être en équilibre avec moi-même. Déjà avec mes convictions, avec ce que je pense, avec mes valeurs. Sinon, le reste, je laisse faire. Hein. De toute façon, je pense que même Obama, qui a été l'homme le plus puissant à l'époque, tout le monde ne l'aimait pas et tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ses avis. Right. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil. Donc je me dis, en fait, il faut que tu sois juste en adéquation avec ta personne, avec tes valeurs et le reste, tu laisses les gens gérer comme ils peuvent gérer. Yeah. Je vois aussi que tu es, voilà quoi, tu es souvent victime de cambriolage. Voilà quoi, de vandalisme, etc. Comment est-ce que est-ce que déjà tu connais la raison? Je ne sais Pourquoi pas. ça tombe tout le temps sur toi? Je ne sais pas. Et tu n'as même pas une idée de pourquoi. Les gens me disent que c'est des gens qui me connaissent. Forcément, c'est des gens qui me connaissent. Mais est-ce que c'est des gens que je connais? Est-ce que c'est des gens qui sont proches? Je ne sais pas, j'ai pas envie de me poser des questions. J'ai pas envie d'être paranoïa, mais je me dis en fait que tant que ça reste du matériel et que moi je suis en vie et que je peux continuer à faire mes activités sereinement, ça ne me dérange pas. Et faire comprendre également à ces personnes-là, au lieu de faire ça, toquez à ma porte et demandez-moi. Si j'ai la possibilité de vous donner, je vous donnerai parce que ça me coûte rien en fait. Ouais. Après, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années également qui a changé ma vie, c'est les 4 accords Toltec, qui disait en fait sur l'un des accords, faut jamais prendre les choses de façon personnelle parce que le comportement de l'autre ne définit pas forcément ton personnage ou ton comportement à toi. Les gens, ils agissent comme ils ont été élevés. Donc si la personne t'insulte, ne prends pas ça comme une insulte, mais dis-toi que cette personne ne se respecte pas assez pour t'insulter toi. Et les gens sont le reflet en fait de ce qu'ils sont intérieurement. Les gens c'est pas des gens bien, donc ils peuvent pas avoir du bien autour d'eux. C'est pas des gens qui sont aimés, ils peuvent pas donner de l'amour autour d'eux.
Moi, c'est comme ça que je le conçois en fait. Yeah. Et comment est-ce que... Là, je vois un peu avec quelle philosophie tu gères ça. Ça aurait été une autre personne. Elle aurait été voir le psychologue. Alors non, elle se serait fait accompagner par un spécialiste. C'est pas facile, quoi, parce qu'après, tu peux te poser énormément de questions. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense que même ça a été très, très sombre, d'où on m'a donné mon besoin de quitter le pays. Je suis parti pendant longtemps pour voir autre chose, pour me concentrer sur autre chose. Mais je me dis en fait que j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et je pense à toutes ces personnes qui vivent pire que moi et qui n'ont pas la possibilité de partir, qui n'ont autre choix que de rester et de faire face. Donc, on va dire santé à Allah, quoi. Yeah. Je vois aussi que, voilà quoi, tu es quelqu'un de très généreux, même quand on t'appelle à des événements ou bien quand il faut répondre à des questions, etc. Tu es là, you know quoi. Parce que tu as le droit. Parce que moi, je connais des gens qui ont leur business, qui ont leurs activités, etc. Mais quand il faut après qu'ils te donnent des conseils, mais tu payes quoi. Tu payes, mais toi, pour pas mal d'initiatives, etc., tu es là, tu accompagnes dedans, tu donnes des conseils, etc. D'où te vient cette générosité-là? Parce qu'en fait, je me dis que le travail qu'on fait, il faut qu'il y ait un impact. Moi, j'ai pas envie de me faire des milliards si j'ai pas d'impact autour de moi. Et je pense même que cet impact-là est beaucoup plus important que l'argent qu'on se fait. Et je me dis en fait qu'il y a quelques années, si nous, par exemple, on avait eu cette chance-là d'avoir des tuteurs, d'avoir des gens à qui poser des questions et qui répondraient de façon très généreuse, il y a beaucoup d'erreurs qu'on a commises qu'on aurait pu éviter de faire en fait. Donc moi, tant que ça me permet de partager et d'aider des gens, je me dis pourquoi pas. Parce que je le fasse ou pas, ça va rien changer de ma personne en fait. Right. Ouais. Right. Selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre créateur de contenu et influenceur? Oui, il y a une différence. Il y a une très très grande différence. Il y a une très très grande différence. Déjà, quand tu regardes autour de la toile sénégalaise, tu vois des comptes avec des centaines de cas, mais c'est juste parce que des gens, ils ont peut-être fait des séries, ils ont peut-être fait des publicités, ils ont peut-être été connus à travers des scandales, des bad buzz, parce que le Sénégalais est très curieux. Ça, c'est pas forcément des créateurs de contenu en fait. Yeah. Les gens les suivent parce qu'ils les ont vus peut-être dans une série ou ailleurs. Alors que les créateurs de contenu, c'est un petit quelqu'un comme moi qui va partager sa passion, c'est un petit Arthur qui va partager sa passion du marketing et du développement, business développement. Et les gens qui s'intéressent au sujet-là vont le suivre, vont augmenter son truc et sa communauté va s'agrandir en fait. Donc vraiment, c'est sur ce plan-là que je pèse la différence. Après, il arrive qu'un créateur de contenu puisse être considéré comme un influenceur. Moi, j'ai arrêté de me battre pour ça parce que les gens me disent « Ziggy, influenceur ». Je dis « Non, je ne suis pas influenceur ». Mais au bout du temps, tu laisses les gens te définir comme ils ont envie de définir. Mais moi, si je me définis aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Yeah, great. Et je sais, j'ai l'habitude de dire que ici au Sénégal, même quand tu vois un truc à 1000 francs, il y aura forcément des gens qui te disent que c'est cher. C'est ça. Et donc, je ne me pose même pas la question à savoir s'il y a des gens qui te disent que tes trucs sont chers. Et comment est-ce que toi, tu fais ton pricing en fait? Alors, mon pricing, déjà, il faut savoir que les partenaires hôteliers ont ce qu'ils appellent les tarifs Théo et les tarifs publics. Les tarifs Théo, c'est les tarifs tour opérateurs. Nous sommes les tour opérateurs, toutes les agences d'excursion. On a forcément droit à une certaine réduction que les clients lambda, ils n'ont pas droit à ces réductions-là. Donc, le pricing, il est fait selon des bases de groupe. Tu peux te dire, OK, je vais aller sur une base de 10 personnes ou sur une base de 20 personnes selon la destination et selon les ventes que tu fais en général. Et tu fais le pricing pour ne pas également abuser côté marge. L'exemple le plus patent que je peux donner, par exemple, c'est l'offre qu'on fait au Cap Skilling. La dernière qu'on a fait au mois d'août, ça a coûté 225 000 par personne et c'est un week-end VSD avec billet d'avion, 2 nuitées d'hôtel, la restauration, le transport, les activités touristiques. Et il nous est arrivé des péripéties et il y a une cliente, elle ne faisait pas partie du groupe de base, du coup elle a fait le voyage elle-même. Je lui ai partagé le programme avec les contacts, elle a fait avec ses propres moyens et ce même voyage lui a coûté à peu près 450 000. Wow. Voilà, d'où la différence en fait et l'avantage justement de faire ces voyages-là en groupe parce que ça réduit le coût et ça te permet d'économiser et surtout de rencontrer du monde en même temps. Tu payes moins cher et tu rencontres du monde, je pense qu'il n'y a pas un meilleur combo quoi. Non, c'est beaucoup plus avantageux, ça c'est clair. Et
selon toi, quelle est la particularité de Travel with Ziggy? Est-ce que Travel with Ziggy, c'est juste comme, oui, je suis comme tout le monde, hein, toutes les personnes qui proposent des excursions. Selon toi, c'est quoi la particularité? Bon, je vais me baser sur les retours que j'ai en général. C'est ce côté humain-là que je dégage, c'est ce côté connexion, c'est ce côté à l'écoute du client et surtout la proximité que j'ai avec mes voyageurs. Parce que je les prends même pas comme des clients en fait. Je me dis, bah, c'est des groupes de potes qui voyagent même si on se connaît pas. D'où l'importance de faire également des networking parce que je me dis, ce serait dommage de recevoir par exemple 50 jeunes, il y en a qui vivent en Suisse, il y en a qui vivent en France, il y en a qui vivent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui se regroupent lors d'un week-end, des jeunes avec des profils, des backgrounds très diversifiés et de ne pas faire de networking. Yeah. Du coup, on mise beaucoup sur ça et on fait des ateliers vraiment super intéressants et souvent, il y a des gens qui sortent de ces ateliers-là qui commencent à travailler dans des projets communs. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la touche Travel with Ziggy que les gens aiment bien et qui est utile parce qu'il ne suffit pas juste de voyager, de manger, de découvrir, mais si tu peux également faire du business en même temps, why not pas? Yeah, ouais, carrément. C'est ça. Et aujourd'hui, si tu retournais à ton adolescence avec les mêmes connaissances que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais autrement? Franchement, je me serais beaucoup plus amusé quand j'étais plus jeune. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de l'interview, j'ai pas eu d'enfance jusqu'en 2012. Je faisais qu'étudier, même à l'école, si le camarade derrière me demandait de lui montrer mes notes, je refusais parce que je me disais chacun doit être focus sur ça. Mais je me suis dit, tous les sacrifices que j'ai fait, tout le temps que j'ai perdu à l'école, j'ai pas profité de mon enfance. Et voilà, aujourd'hui, je fais un métier qui est totalement différent de ce que j'ai appris. J'aurais pu quand même aller en soirée ou j'aurais pu faire le mur, même si on m'a fermé. Il y a des choses que j'aurais changé en faisant des bêtises, en apprenant de mes erreurs. Et surtout sur le côté business, bah, je pense que j'aurais pas démissionné sans pourtant avoir d'économie. J'aurais pu peut-être allier mon travail avec mon business jusqu'à ce que le business tienne. J'ai peut-être eu la chance que ça a marché, mais c'est pas un conseil que je donne aux gens en fait. Faut pas juste se réveiller et tout lâcher parce que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas rose. Voilà. Un sacrifice que tu peux nous partager qui t'a permis que tu devais faire pour atteindre un objectif. Bon, à part, parce que le fait d'abandonner un job, c'est un sacrifice. Ouais. Est-ce qu'il y a un sacrifice parce qu'en fait, les gens en général ne voient que la partie réussite. Mais derrière, ils ne voient pas les sacrifices que tu fais pour atteindre les objectifs. C'est pas un bon sacrifice hein, parce qu'à un moment donné, j'ai dû rater beaucoup d'étapes importantes. Des gens de ma famille, par exemple, il y a des enfants, je les ai revus 3 ans après, je les reconnaissais pas, alors que c'est des gens qui sont de ma famille, qui sont censés être proches de moi, mais j'ai pas eu la chance d'aller à leur baptême ou d'aller à leurs anniversaires en fait. Ça, c'est des sacrifices que j'ai fait. Même également avec les amis, on avait l'habitude de beaucoup se voir, mais avec le travail, on n'avait même plus le temps de se voir. Il y en a après, c'était en mode tu as changé, tu n'as plus notre temps, nanana. Mais je pense que c'est des sacrifices à faire si tu as des objectifs. Mais ce n'est pas des sacrifices que tu vas faire toute ta vie. C'est sur un certain temps, tu fais ça, tu es focus jusqu'à ce que y a une partie de ce que tu voulais qui est là. Et là, tu peux te concentrer sur autre chose en fait. Mais tu ne peux pas avoir la même vie sociale que tu avais quand tu lançais ton business, maintenir cette même vie sociale-là jusqu'à ce que le business soit florissant en fait. C'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Tu as une référence dans le domaine du tourisme ou bien dans le domaine du business en général? Franchement, pas forcément. Après, moi, je regarde là, je regarde là-bas, je lis beaucoup de livres par-ci, par-là, mais j'ai pas de référence clé. Mais on apprend tous les jours. J'apprends de tes vidéos, j'apprends des vidéos des créateurs de contenu que je suis. Il y a des exemples également qui te motivent, qui te disent « Ah, mais il y a cette erreur-là que j'avais faite, il faut éviter de le faire. » Je pense que c'est un ramassage de beaucoup de choses. C'est pas forcément quelqu'un de particulier. Tes livres préférés, c'est des livres qui traitent quel type de sujet? C'est des livres business, mindset, c'est pas business du tout, malheureusement. C'est des romans. Mais c'est des livres de développement personnel. Parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très différent selon l'année à laquelle tu m'as connu. Si tu m'aurais connu avant 2012, c'est pas la même personne que je suis aujourd'hui. Et les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils ont vu en fait l'évolution que j'ai eue. Et ça, c'est grâce à des livres à des auteurs comme Dale Carnegie, à des profs aussi qui m'accompagnent au développement personnel, qui sont plus là malheureusement, paix à leurs âmes.
mais je lis plus en fait des livres sur le développement personnel. Et ce que j'ai appris avec le développement personnel, c'est que tu peux lire un livre en 2020 et que ce livre-là ne te parle pas du tout. Et ce même livre, tu le lis en 2024 et tu vois comme l'eau de la roche en fait, tellement c'est clair dans ta tête, tellement tu comprends les choses. Parce que justement, c'est une question de mindset et une question de quelle est ma personnalité aujourd'hui quand je lis ce livre-là et quelle est l'évolution que j'ai faite 3 ans après pour relire le même livre en fait. Yeah. Donc un livre de développement personnel pour me parler et pour ne pas te parler toi, mais te parlera dans 2 ans ou te parlera dans 3 ans. Right. Alors, matinal ou noctambule? Je suis très matinal. Ok. Tu as toujours été comme ça? Alors, je l'ai été jusqu'à un moment donné, je ne l'étais plus, après j'ai essayé de reprendre. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je dormais à 22h, je me réveillais à 6h du matin. Et parce qu'on nous obligeait à dormir tôt, à nous réveiller tôt. Après, quand j'ai commencé ma vie d'adulte et ma vie rebelle, c'était des nuits blanches jusqu'à 4h du matin, 5h quand il fallait sortir avec les potes. Et quand j'ai commencé le business, je me suis dit 24 heures, c'est pas beaucoup, donc il faut s'organiser. Donc j'avais tendance à me réveiller en avance pour un peu anticiper sur des choses que je devais faire. Et j'ai pris l'habitude. Donc même aujourd'hui, quand j'ai rien à faire, je me réveille le matin. Je prie et puis je prends mon petit thé, je fais de la méditation, je lis un peu et s'il faut retourner dormir, je peux retourner dormir. Yeah. Mais je me réveille quand même le matin. Ouais. Et imagine, on te dit, Ziggy, regarde, il faut que tu bouges du Sénégal, on te donne le droit de choisir le pays que tu veux dans le monde et tu vas t'installer là-bas pour le reste de ta vie. Tu choisis quel pays? Ça, c'est une question difficile. Hein. Franchement, tu m'aurais dit ville, peut-être mes pays. Je pense qu'en dehors du Sénégal, le pays où j'ai le plus vécu, c'est les États-Unis. Donc, naturellement, je peux dire les États-Unis parce que je maîtrise les États-Unis autant que je maîtrise le Sénégal. J'ai des amis comme j'ai des amis ici. Il y a une petite partie de ma famille également dans le DMV. Mais ouais, ce serait les États-Unis. Mais en termes de qualité de vie, en termes d'expérience, ce ne serait pas les États-Unis, ce serait peut-être la Malaisie. Ouais. Ok, en Malaisie, il y a autant cette qualité de vie là-bas alors? Ouais, franchement, la vie n'est pas chère du tout et puis il y a beaucoup de choses. Ah oui, regarde, moi je confonds avec Singapour parce que là-bas c'est autre chose. Ah non, Singapour c'est hyper cher. Singapour c'est hyper cher, ça coûte un rein, un cœur et des bras. Wow. C'est autre chose quoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des étudiants qui sont en Malaisie, à Kuala Lumpur, ils vont à Singapour, mais ils passent la journée, ils rentrent. Sinon, ils vont faire du camping. Ils vont dormir dans des trucs après. Ils ne vont jamais rester longtemps. J'ai regardé des éléments, des vidéos de Singapour, comment est-ce que les trucs sont chers, même une voiture, comment ça coûte cher. Wow. C'est compliqué quoi. Des choses que tu aimerais partager avant pour la fin? Pour la fin, juste de demander aux gens d'être beaucoup plus empathiques parce qu'on ne sait pas les combats que les gens mènent quand ils sont seuls chez eux. On est dans un temps où vraiment les choses ne sont pas faciles pour beaucoup et on est dans une société hypocrite également où les gens sont obligés de faire semblant d'être heureux alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Donc, essayez d'être le plus gentil avec les gens que vous croisez, essayez d'être le plus empathique avec les gens que vous croisez parce qu'on ne sait pas en fait c'est quoi les souffrances et les galères dont ces gens-là font face en fait tous les jours. Right. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup encore une fois pour ta générosité. Tu as toujours été là quand voilà quoi, le live, on avait fait un live, je t'avais sollicité pour un live aussi, tu me l'avais accordé et aujourd'hui aussi, malgré ton emploi du temps compliqué, tu es là pour partager énormément de valeur, donc merci pour tout ce que tu fais et en tout cas voilà quoi, on te souhaite plein de succès et tu es sache que tu es une personne incroyable. Moi I'm telling you, et j'hésite pas à t'envoyer des trucs, des messages quand je vois une belle chose que tu fais. En tout cas, voilà quoi, tu es voilà quoi, évolue comme ça et plein de succès à tes activités. Merci beaucoup. Et guys, c'est ça. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ok. Et yes, on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, mon cher.